L'exprimerie, qu'est-ce que c'est? L'exprimerie, c'est la rencontre d'une envie de plusieurs habitants et d'un lieu. Alors, une envie de quoi? De retrouver du lien. Je pense qu'on a tous un peu souffert de ce moment de Covid où on a été enfermés et où on s'est dit, c'est quand même bien quand on peut se rencontrer. Et c'est sur ces réflexions que depuis juin, et là je regarde parce que je suis toujours un peu fâchée avec les dates, 2022, donc depuis l'année dernière, qu'une équipe d'habitants a commencé à se rassembler pour réfléchir. On a trouvé un lieu, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait développer, comment le développer pour pouvoir réaliser ce projet. Et si on imagine un tiers-lieu, c'est fantastique, mais si on veut qu'ils vivent, il faut qu'il y ait une activité aussi qui se réfléchisse sur l'année, sur la semaine. Donc tout ça, on a déjà pas mal d'idées, parce qu'on y réfléchit depuis un petit temps, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'une émulsion pour que cette coquille, cette belle coquille qui va vous être présentée par Lionel, puisse vivre. Voilà. Du coup, où on en est? Il y a un compromis de vente qui est en cours et il y a également un permis qui a été déposé, ce qui nous a obligés de figer des éléments puisque c'était nécessaire de déposer un permis. Là, je prends ma casquette archi parce que du coup, il y a un changement de destination. C'était une imprimerie et nous, on ne veut pas que ça soit une imprimerie. On veut que ça soit un lieu ouvert avec des activités peut-être plus culturelles, ça c'est sûr. Du coup, il fallait déposer un permis pour le changement de destination. Et si on accueille du public, ça demande aussi un permis. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Du coup, on a des images et pour un peu explorer tout ça. Et je vais passer le micro à Lionel. Merci, Pauline. Bonsoir, donc moi je m'appelle Lionel, j'habite à 200 mètres de l'imprimerie et je suis architecte aussi, trévolsien depuis 10 ans maintenant. Mais j'ai toujours eu ma famille qui était là, donc en fait c'est pareil, les usines, je les ai vues disparaître les unes derrière les autres. J'ai même dû connaître petit l'usine Cycli qui était à la place du parking des Lapins et qui avait des arches en briques. Donc cette petite usine, je passais devant en voiture parce que tout le monde passe devant, donc on va en voir. Alors je ne sais pas qui c'est qui a la main sur la présentation. On va voir les images du bâtiment qui est donc placé vers le rond-point des Cascades, à côté de la petite Saône, qui est en fait le lieu où tout le monde se réunit quand même l'été et l'hiver. Voilà, donc c'est le carré rouge qui est dessiné sur le plan. On voit la petite Saône, on voit le camping. On voit évidemment l'école de musique, l'hôpital et puis la médiathèque. Donc on est quand même très proche du centre et surtout sur la voie où on a beaucoup de visibilité. Donc c'est quand même un lieu, c'est quand même une petite usine qui est bien placée dans la ville. On va voir l'image d'après. Donc là, en fait, il est caché par quelques arbres. C'est un ténement qui est à la ville. Là, on était avant sur une maison de maître qui était là. C'était le fondateur de Comabi, en fait, qui habitait juste devant. Et c'était, au départ, ils l'ont utilisé sûrement pour faire aussi du stockage. Donc ça, il y a eu plusieurs. Faudrait qu'on refasse l'histoire. On ne sait pas exactement qui l'a créé. Mais enfin, en tout cas, ça date du début du XXe siècle. Donc là, c'est une architecture typiquement industrielle. Donc l'image d'après, on voit la façade qui est faite, la façade principale, qui est le pignon, qui est vue depuis le rond-point, et qui serait la façade d'entrée, évidemment, puisqu'en fait c'est celle qui donne sur la rue. Et derrière, on est accolé à des parcelles d'habitation individuelles. Donc l'image d'après, on voit un peu plus près. Donc on a une grande ouverture de garage qui est sûrement pas de l'ouverture d'origine. Une petite porte à côté et puis une façade pleine. On est dans une architecture avec des murs en pierre qui ont été enduits et qui ont été réenduits en ciment malheureusement. Aujourd'hui, pas pour l'extérieur mais pour l'intérieur c'est du ciment, donc il y a plein de remontées d'humidité. Mais en tout cas le bâtiment a l'air sain. Toiture avec une charpente bois couverte de tuiles. L'image d'après c'est l'intérieur. Donc là on est sur deux volumes, en fait, un petit volume au fond, un grand volume devant. Tout ça, ça fait 300 mètres carrés. Le volume de derrière en fait 70. Et quelques ouvertures qui ne sont pas les ouvertures d'origine. Donc on aura sûrement peut-être des surprises à retrouver des ouvertures d'antan dans le mur de la façade sud.
Et puis un faux plafond qui a été mis sûrement pour que le chauffage soit pas trop important. Voilà, donc la première idée, ça a été donc on voit de l'autre côté, la prochaine image, c'est la vue dans l'autre sens. On voit la grande porte de garage. Et puis une mezzanine qui a été construite pour faire des bureaux, qui doit dater des années 60-70. Ou peut-être même un petit peu plus tard. En tout cas, elle a été posée sur une structure métallique qui est un petit peu plus vieille. Donc c'est assez bas de plafond et on a comme ça un niveau de soixantaine de mètres carrés de bureau. La prochaine image, c'est voilà, la mezzanine avec l'escalier. Donc bon, on a regardé ce qu'on pouvait conserver, ce qu'il fallait curer, démolir, et puis voir un peu un projet d'aménagement quand même pour voir combien de mètres carrés on pourrait mettre dans le cadre du permis de construire. Donc l'image suivante, on est sur l'image des bureaux à l'intérieur, qui sont pas en mauvais état, mais c'est une boîte dans la boîte. En fait, on voit une partie de la charpente métallique. L'image suivante, voilà, c'est la vue. Alors le faux plafond, le premier réflexe a été de regarder ce qu'il y avait à travers. Et c'est l'image d'après. On a un petit trou comme ça et on voit qu'en fait il y a une très belle verrière, un lanterneau filant en fait sur le faîtage de tout le bâtiment, sur toute la longueur. Donc ça c'est intéressant, il est en bon état. Et l'image d'après, voilà, c'est quand on passe vraiment l'appareil photo à travers le plafond, on voit donc ce beau lanterneau qui amènera une lumière. Donc il est orienté est-ouest, ça veut dire que toute la journée on a le soleil qui passe et qui distribue la lumière dans le bâtiment du moment où on enlève le faux plafond et qu'on retrouve le volume initial. Donc voilà, l'image suivante, on est sur on voit la structure métallique, petite structure classique d'architecture industrielle qu'on va retrouver à différentes échelles, mais qu'on va retrouver dans des grandes halles à Lyon par exemple, où on a ces mêmes types de structures, mais à des échelles plus importantes. Voilà, avec une structure bois qu'on voit derrière. Sûrement, on voit du solivage. Donc ça a été lati avec des petits bouts de bois et du plâtre. Et l'idée, ça serait d'enlever tout ça pour pouvoir isoler. Et puis voir ce qu'on pourrait rendre apparent, évidemment les structures métalliques, évidemment tout le volume, quoi. Et la belle verrière. Alors la façade, elle a sûrement été remaniée, parce qu'on est dans un truc qui a pu être bouché, réouvert, etc. On est dans une structure un peu béton autour des portes, donc ça doit dater des années 50 ou plus tard. Et l'idée, ça serait donc on veut voir le plan et la coupe. Donc là, on a un volume de 210 mètres carrés, un volume de 70 à l'arrière, quelques percements, on voit la petite mezzanine au-dessus, et puis la coupe avec la structure que j'ai même copié-collé sur une structure à Lyon de la halle caoutchouc qui est derrière la halle de Bourg, qui est en fait vers le pont Pasteur, et on est sur exactement la même structure. L'image suivante. Donc la première idée pour le permis de construire, ça a été de créer évidemment des façades. Donc on est sur une ouverture plutôt symétrique et l'idée, ça serait d'ouvrir le maximum pour pouvoir faire entrer la lumière et avoir une visibilité aussi de ce qui va se passer à l'intérieur et sur l'extérieur. Donc là, on a l'explication en fait de l'ouverture qu'on souhaiterait faire sur cette façade pignon. Boucher la porte et faire une ouverture centrale. L'image d'après, c'est un petit peu. Alors ça, c'est pour expliquer le concept un peu de la façade, l'identité qu'on a trouvé amusante, c'était donc récupérer ce meuble qui est actuellement, qui est toujours dans l'imprimerie, qui sont les meubles d'imprimeur avec les casiers en bois où on met les lettres. Et donc ça peut se décliner sur le casier qui se garnit d'objets hétéroclites. La collection, ça m'a fait penser aussi au pavillon de la France à l'Expo universelle de Milan, où là il y avait tous les produits français qui étaient exposés dans des casiers et ça créait le toit, la couverture. Et donc l'idée après, ça a été de recréer une façade avec une identité. On y va ? Plus ? Et donc là, on est sur une façade qui reprend un peu cette identité de casier. Donc on va la voir en couleur sur l'image d'après. Ça, c'est celle du permis de construire. On n'a pas voulu montrer trop de couleurs. Donc ça serait du bois, de la récup. Et puis dans ces casiers, on montre les fonctions. On fait de la com, on fait des objets à l'intérieur. Là, on peut montrer ce qu'on fabrique, etc. L'image d'après... Voilà, un petit alors ça a été vite fait, les images de synthèse, mais ça permet quand même de voir 2-3 trucs. Et surtout ce grand percement en partie haute avec le lanterneau qui ferait une faille vitrée à la fois sur le toit et sur la façade. L'image suivante, ça c'est la coupe en fait où on voit
les surfaces qu'on rajoute à l'étage, donc un petit bout de mezzanine agrandi, pour pouvoir créer un café. Et en dessous, la salle et d'autres choses à aménager. L'image d'après, on doit voir une coupe un peu plus loin. Voilà, avec toujours cette ouverture vitrée dans le centre. Et l'image suivante, c'est de l'autre côté, c'est la salle, enfin une partie de la salle. Enfin, tout ça, c'est des images en devenir. C'est un projet qu'il faut maturer encore, même si on a posé un permis de construire. On peut modifier les choses quand même. Et on a besoin de vous pour aussi réinventer tout ça, quoi. Je sèche. Voilà, j'en ai fini. Je suis sec. Merci Lionel. Donc un petit moment pour savoir s'il y a des questions de clarification. Moi, je dirais sur le projet technique, vous avez compris que avec le positionnement qu'on a par rapport au compromis, on a été obligé de déposer un permis, mais les choses sont évolutives. Et donc, alors, qui achète ? Alors, qui achète ? Je sais qu'il y a des gens tout à l'heure qui m'ont dit dans la salle qui ont suivi le projet de la librairie. Et ben, en fait, on part avec le même acheteur, c'est Village Vivant, qui est une structure dans la Drôme, dont l'objectif c'est de revitaliser les centres-bourgs et les centres ruraux. Désolé, on est classé comme ruraux. Et donc du coup, ils achètent, quand il y a des projets comme ça citoyens qui n'ont pas les moyens d'acheter ce genre de bâtiments, ils font les achats à la place et après on s'arrange pour faire des loyers et essayer de trouver un financement qui va bien dans la durée. Donc là, on est en grande discussion avec eux pour le moment. Donc les échanges se font. On est en train de monter le modèle économique. Et ça sera donc eux les acheteurs. Mais à terme, dans quelques dizaines d'années, ça peut aussi revenir à la structure qui est locataire. Ok. Autre question sur l'organisation actuelle, sur le projet Alors, juste, je vais vous demander de bien prendre le micro pour poser les questions. D'une part, ça permet de distribuer la parole plus facilement, et d'autre part, les gens qui sont derrière vous entendent pas, en fait. Tout à fait. J'aurais voulu savoir comment vous pensez chauffer et rafraîchir en été, parce qu'avec une verrière comme ça, et la hauteur de plafond. Ça... Alors, oui, je pense que c'est plus une question pour les archis. Alors déjà pour chauffer, c'est vrai qu'on regarde, on ne sait pas trop pour l'instant, mais on a des pistes, on aimerait bien faire du bois, chauffage avec un poêle de charge en fait, quelque part. Et puis peut-être qu'on devra mettre une petite laine de temps en temps, mais voilà. Et puis pour le chaud, en fait, il faut abriter la verrière. Il faut lui trouver un brise-soleil, un pare-soleil au-dessus, pour que l'été on puisse la mettre à l'ombre depuis l'extérieur. Voilà. Et puis bon, ventiler au maximum, quoi. Mais bon, il faut qu'on apprenne aussi à gérer tout ça sans machine, pour que ça soit le plus low-tech possible et qu'on adapte un peu peut-être notre confort à des moments là-dessus. Alors la chaleur c'est compliqué, mais le froid on peut un peu plus gérer. Par contre la chaleur, oui, il faut absolument ventiler et abriter. Mais on a quand même la chance d'avoir des murs en pierre qui sont conséquents et qui ont une belle inertie, donc il faut en profiter. Donc on a des avantages, on a cet inconvénient mais qui nous apporte de la lumière, et cet inconvénient, on a des solutions pour s'en protéger l'été. Ok. Madame d'abord. J'aurais voulu juste savoir quel était le statut, en fait, si c'était une association ou une SCOP, ou vous avez réfléchi au statut juridique. Alors pour le moment, c'est une association. D'ailleurs, l'adhésion est à 10 €. On prend les chèques, les virements et puis les espèces en sortant. Sinon, oui, à terme, ça peut devenir une SIC, pourquoi pas. C'est pas encore décidé pour le moment. On part en association. Ce qui est intéressant aussi, on pourra en parler plus tard sur des activités possibles. On peut imaginer une association qui structure l'ensemble, c'est-à-dire le lieu, et après d'autres associations qui portent des activités à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'une structure en SIC peut aussi avoir un intérêt.
C'est quoi SIC? Ah oui, une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est comme des scopes, mais ça permet d'avoir... Donc c'est quoi une scope? Merci. Une scope, c'est une société coopérative. L'idée dans les scopes, c'est que les salariés sont aussi associés. Et le nombre de voix est à la tête, en fait. C'est pas parce qu'on met plus d'argent que le voisin qu'on a plus de voix que le voisin. Donc c'est vraiment quelque chose de démocratique. La SCOP, c'est simplement des salariés, ils sont associés. La SIC permet en fait d'associer à la structure des parties prenantes extérieures. Ça peut être, je sais pas, des collectivités, la mairie, la région, ça peut être d'autres associations, etc. Oui, évidemment, des bénévoles aussi, il y a des collèges bénévoles. Enfin, ça permet comme ça d'organiser un peu mieux la démocratie dans une structure qui est généralement un peu plus grosse qu'une SCOP, où il n'y a que des salariés à l'intérieur. Il y avait une question derrière vous, mais après, j'arrive. Qui sera le maître? Non, c'est pas ça. Oui, sur la dernière slide de la présentation, il y avait un peu une présentation des différents espaces. Alors peut-être qu'on va en parler après, mais je voulais savoir un peu quelles pourraient être les activités ou l'utilisation. J'ai vu Fab Lab, j'ai vu tiers-lieu, café. Enfin, il y a l'air d'y avoir des tas de choses. On peut remettre le plan. Oui, dans les idées qui ont été... les personnes qui ont commencé à travailler, il y a eu... des envies, on a positionné la grande salle, on trouvait ça super de s'imaginer qu'on avait une salle de spectacle qui pouvait faire aussi un lieu de résidence, puisque on a envie de spectacle, quoi. On a envie que ça, voilà, un petit peu de culture, voilà. Et puis l'espace derrière, on s'est dit, oh là là, on s'est tout de suite imaginé y faire un Fab Lab, un Repair Café. Parce que ça aussi, et qui pourrait bien fonctionner aussi avec l'idée d'un lieu de résidence, puisqu'on peut penser que les personnes qui ont une résidence peuvent aussi construire, puisque les matériaux sont là. On est aussi sur cette réflexion qu'on était sur un quartier quand même très, très dans l'industrie, dans la technique, et on revient sur cette idée de technique qu'on puisse partager avec tout le monde. Et comme la culture, le bricolage, c'est quand même un endroit où on se retrouve aussi facilement. Et ça peut être un besoin. À l'étage, un espace, là où on a marqué salle, salon, un espace pour le café, un café associatif. Et puis après, on a disposé nos autres salles. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que là, c'est pour un permis, c'est nécessaire de déposer, puisque comme c'est... on doit déposer un plan intérieur pour l'accessibilité PMR incendie. C'est nécessaire d'avoir quelque chose de figé. Donc même si de toute façon on tient dans notre projet à cet espace Fab Lab, à cet espace de résidence, et après, c'est pas tout d'avoir des espaces, hein, il faut les faire vivre, quoi. Madame. Ça donne beaucoup de densité au projet, donc félicitations déjà d'avoir réussi à... moi, ça y est, j'y suis déjà, quoi. Super. Je voulais juste savoir qui serait le maître d'ouvrage. Du coup, c'est Village Vivant qui porte financièrement le projet. Il est donc le maître d'ouvrage. Il assure aussi les travaux, la maîtrise d'ouvrage des travaux. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez par maîtrise d'ouvrage qui assure les travaux? Quand on se lance dans une réhabilitation, une construction, il faut qu'il y ait un maître d'ouvrage. Oui. Maître d'œuvre, oui. Oui, ça c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Le maître d'œuvre, c'est celui qui dirige les travaux, qui décide comment ça doit être fait. Le maître d'ouvrage, c'est à qui appartiendra, c'est le client. Donc c'est pour savoir... Et les travaux, on pense en faire une bonne partie en autoconstruction. Les travaux, on pense en faire une bonne partie en autoconstruction, justement. Et on aimerait pouvoir aussi parler de chaux. Là, on a des murs en pierre. Il y a un patrimoine à Trévoux de pisets, de pierre. On aimerait pouvoir faire des chantiers participatifs avec des enduits chauds, chaud-chanvre, enlever le ciment et du coup faire aussi de l'enseignement, enfin en tout cas faire passer le message que les murs en terre crue, et c'est bien pour l'inertie, et c'est bien l'été.
Et ça coûte moins cher de faire du placo ou de faire de l'isolant compliqué, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on aimerait aussi faire, c'est ça, quoi. C'est faire un peu nous-mêmes pour certaines choses, en tout cas nous-mêmes, nous tous. Ok. D'autres demandes, oui. Je crois que vous avez partiellement répondu. J'ai compris que Village Vivant donc investissait pour l'achat du local. Et pour les travaux. Et pour les travaux, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Oui, Merci. Oui, et pour les travaux. Une autre question. Là-bas. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir en termes de timing ce que ça allait donner, enfin, sur quel temps on parle, en tout cas sur le dépôt le dépôt est fait, mais quand est-ce que les travaux seraient lancés, combien de temps on projette que ça puisse durer. Okay. Alors en termes de timing, c'est à la fois très court là, dans les prochaines étapes qui arrivent, et après un peu plus long. Pour plein de raisons techniques, on a des comités d'engagement auprès de Village Vivant, donc c'est eux qui vont financer. Il faut quand même qu'on finisse de les convaincre que le projet est viable et porté par plein d'habitants qui sont derrière nous. Donc ça, c'est déjà pas mal pour ce soir. Et donc, dans le mois qui arrive, il y a des comités qui vont décider de si Village Vivant continue. Si ça continue, la signature de l'achat, la vente, elle se fait, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est fin juin, c'est ça, hein? Ouais. Donc c'est fin juin. Donc vraiment, si tout va bien, fin juin, Village Vivant est propriétaire, il peut lancer les travaux. Là-dessus, on a une phase de, grosso modo, 4 à 6 mois pour faire le plus gros des travaux. Je ne vais pas m'engager sur la partie hiérarchie. Mais l'idée, ce serait d'avoir un début d'activité en début 2024, quoi, ou plus tôt. Ou vraiment plus tôt, printemps, quelque chose qui est un peu plus réaliste. Ok, d'autres questions? Oui, une autre question. Une bonne question. Je ne sais pas si c'est une bonne question, ça va être un peu douloureux. Comment on paye parce que j'imagine qu'il faut rembourser le prêt à Village Vivant. Comment on paye? Oui. Voilà, qui paye et comment ça se passe? Alors, on paye avec de l'argent, évidemment, on les rembourse. C'est échelonné. Donc, les premières années, ils font un geste et il faut payer un peu moins. Après, les années suivantes, c'est pas un prêt, mais il y a un pourcentage de ce qu'ils ont mis. Eux, ils ont un modèle économique à respecter. Donc, en fait, ils font un calcul très savant. Ils nous ont expliqué ça lors d'une réunion, qui permet de sortir un loyer de plusieurs, je sais pas, je crois que c'est 1000 et quelques euros par mois, 200 euros par mois, qui permet de rembourser l'ensemble. Donc derrière, c'est qu'est-ce qui amène ces 1200 euros par mois pour que les activités vivent. Et donc là-dessus, il y a tous les projets qu'on a pu voir. On est en train de travailler pour trouver des financements comme des subventions ou des aides de France Active. Et puis évidemment les activités culturelles. Donc la partie spectacle, si on arrive à réaliser deux spectacles moyens ou 2 gros spectacles par mois, ça permet quand même de faire rentrer les entrées. À partager les rentrées. Il y a la partie, c'est des choses qu'on a réfléchi pour le modèle économique. Encore une fois, pareil que sur le plan, il faut qu'on ait un modèle qui fonctionne sur le papier pour présenter les choses. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de nouvelles activités qui peuvent s'ajouter ou qu'on peut réfléchir à d'autres choses, qu'on peut faire rentrer des éléments. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Et donc, sur le papier aussi, il y a la partie café associatif qui permet d'avoir une activité continue. On est en train de réfléchir aussi d'avoir peut-être une activité économique sur place en continu qui peut faire rentrer aussi pas mal d'argent. Donc, c'est pas présenté sur le plan ici. Donc voilà, l'idée, c'est d'agréger différentes petites activités qui, au fur et à mesure, les petits ruisseaux font des grosses rivières et permettent de payer ce loyer à Village Vivant. Avec l'idée d'avoir 2-3 ans pour monter en fait en charge et arriver à quelque chose de vraiment solide dans 2 ans et demi. Oui, en sachant que justement le projet est en gestation, est en train de se mettre en place. Et rien n'est figé. C'est pour ça que ce soir, on ouvre les possibles, parce que tout n'est pas figé. Il y a des pistes, mais il y a des possibilités de faire de nouvelles choses sur cet espace partagé, on va dire. Est-ce que, voilà, il y a d'autres questions?
Le fonctionnement du café associatif, de la partie culture, est basé sur du bénévolat, sur du salarié, sur quoi? Comment c'est pensé aujourd'hui? Encore une fois, aujourd'hui, c'est projeté aujourd'hui. C'est beaucoup en bénévolat puisque on a besoin de gens. C'est aussi l'idée aussi, c'est qu'il y a du bénévolat à attendre, mais ça nécessite aussi, il y a pas mal de tâches techniques, en particulier en culture. Donc les premières années, ce qui est projeté, c'est d'avoir une personne intermittente du spectacle, mais technique. Donc c'est une technicienne ou un technicien qui ferait, je ne sais pas en termes de temps, on a mis quoi, une douzaine d'heures par semaine, un petit mi-temps par semaine qui permet de gérer tout ce qui est partie spectacle. À terme, peut-être des emplois, soit aidés, soit ensuite des services civiques des premières années pour avoir quelqu'un qui permet d'ouvrir le lieu. Et puis, quand on monte justement quand on monte et en compétences et puis en activité, avoir vraiment un salarié qui est là pour s'occuper de l'ensemble. Après, chaque structure, chaque activité, après, déploie selon ses moyens et selon les bénévoles qu'elle a ou les salariés qu'elle a. Par exemple, si un cinéma veut venir faire des ateliers, il amène les encadrants pour réaliser l'atelier. C'est un exemple. Oui. Vous êtes combien à l'origine de ce projet? Alors, combien de personnes à l'origine du projet, ou aujourd'hui, on peut dire? C'est innombrable, je ne sais pas. On n'arrive pas à compter? Non, il y a une quinzaine, je pense, dans le groupe, 15 à 20 personnes. Voilà. Aujourd'hui, on est 15 à 20 personnes, demain, on sera beaucoup plus nombreux. Ouais. D'autres questions? C'est le projet d'accueillir du public, puisque vous parlez de salle de spectacle. Et il y a un nombre limité Oui. Lionel? au niveau de l'accueil du public? On est classé en 5e catégorie, c'est le plus petit des établissements recevant du public. C'est maximum 200 personnes. Ah bah c'est pas mal. Ouais, alors tout compris. Mais la salle, c'est une centaine de personnes. On peut placer une centaine de personnes dans la salle. Après, il y a le café, etc. Donc ça, c'est le maximum en sécurité incendie, ce serait 200 personnes. C'est polyvalent, concert, spectacle, bal éventuellement Ouais, éventuellement. D'accord. On aurait des pistes. Dans l'idée, au niveau de la culture, on avait plusieurs envies. On avait l'envie d'accueillir des spectacles extérieurs, aussi d'accueillir des gens qui viennent travailler en résidence et qui, en échange, viennent jouer aussi. On avait une envie de programmation qui allait sur du jeune public aussi, pas que sur du public adulte. Et on avait aussi l'envie d'organiser des choses autogérées, parce que ça nous coûterait beaucoup moins cher, et qui nous permettrait aussi d'amener du public qui viendrait peut-être pas voir un spectacle, mais qui viendrait voir peut-être faire un bal populaire, qui peut-être viendrait jouer au loto, qui peut-être viendrait jouer aux cartes. On avait l'idée d'organiser aussi toutes les 2 semaines un événement qui permette un petit peu de ramener les gens du quartier le dimanche pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, en se disant qu'on avait envie et de faire des concerts et d'accueillir toutes sortes de choses aussi diverses que possible. Et puis l'idée était aussi de mélanger un peu les pros et les amateurs, ce qui est un petit peu en général dans les tiers-lieux le cœur, l'essence même du lieu, c'est de mélanger des habitants avec des gens qui viennent travailler de façon professionnelle. Donc si le Fab Lab, il peut être aussi ouvert par exemple à quelqu'un qui veut réparer sa table, comme il peut être ouvert à quelqu'un qui vient fabriquer pour autre chose, pour un objectif un peu plus professionnel. Voilà. Oui, moi j'ai une question. Vous avez dit qu'il y avait des maisons d'habitation juste derrière. Je voulais savoir au niveau des riverains, si voilà, on parle de salles de spectacle et je sais que ça peut être un peu compliqué, assez rapidement un peu compliqué. Donc... Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi de rassurer, c'est ce qu'on se disait en rigolant, qu'on ne fera pas de scène rock. Il faudra qu'on soit vigilant sur la proposition qu'on fait, puisqu'on ne veut pas que ça devienne une nuisance pour les personnes qui vivent aux alentours. Après, il y a toute une réflexion qu'on va faire pour traiter cette question phonique,
puisque c'est un endroit qui va accueillir du monde, on veut faire des spectacles, donc il faudra traiter la question de l'acoustique. Mais il faudra veiller aussi à ce que les spectacles qu'on propose ne deviennent pas une nuisance pour l'entourage. Est-ce que les habitants ont été, je ne veux pas dire consultés, mais en tout cas... C'était l'idée déjà un peu ce soir en fait. Donc on a fait des tracts, on a fait de la... Oui. Mais petit à petit ça se fait. Et puis donc là c'est une première étape. Les étapes suivantes c'est de faire des événements au sein de l'imprimerie pour que les gens qui n'ont pas soit les réseaux ou soit ne vont pas dans parce que c'est difficile d'atteindre tout le monde, que la curiosité en disant tiens c'est ouvert, qu'est-ce qui s'y passe, d'arriver petit à petit à avoir de plus en plus de personnes, et particulièrement les personnes qui habitent aux environs proches de l'imprimerie. Ça marche, merci. Oui, d'autres questions ou justement on peut passer aussi si certaines personnes, vous avez parlé de bal, est-ce que d'autres personnes ont des idées, des propositions déjà? Ok. Alors moi j'en avais déjà parlé quand je vous ai vu au marché. Ça pourrait aider un peu au modèle économique. Je sais que quand je me suis installé à Trévoux, j'ai cherché du coworking. Il y a un endroit où ça se fait, au 96 ou 84, je ne sais plus, c'est un numéro. 16, pardon. Pour moi, ce n'est pas du tout central, je n'ai pas pu y aller et je me suis dit, mais c'est étonnant que ça n'existe pas. Je sais que c'est des lieux, alors j'en parle j'en ai fréquenté, j'en ai jamais géré, mais je sais que c'est des lieux qui peuvent faire passer, où en fait, il y a une partie bureau qui peut être simplement mise à disposition. On paye, il y a un loyer, et puis ça peut aider. Enfin, moi, je suis graphiste, donc ça peut me concerner, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, les archis le font, les journalistes le font, n'importe qui peut travailler comme ça, et je pense que ça pourrait participer à générer le truc, sachant qu'en termes de gestion, c'est pas quelque chose qui est très, très lourd. Encore une fois, c'est de la suggestion, mais voilà. J'y pensais. Très bien, merci. Oui. Vous avez évoqué dans la partie culturelle le jeune public, le public adulte, mais il y a l'évidence pour moi de l'hôpital qui est à côté et qui peut créer des passerelles et des liens intergénérationnels intéressants. Voilà, c'est une idée jetée. Une très bonne idée jetée. Donc on la prend au vol. D'autres? Oui. L'exprimerie est un joli nom. C'est bien trouvé. Voilà, je crois que ça a été un peu travaillé, enfin, il me semble. Ok. D'autres demandes, propositions? Autre idée jetée de épicerie solidaire ou des choses de ce... Il y en a une déjà? Ok, pardon. Ok. Daniel, voilà, plein d'idées, c'est sûr. Il y a aussi, ça me vient de fait de l'emplacement géographique tel qu'il est, ce lieu est positionné. Imaginons un spectacle qui fait du bruit ou qui nécessite un espace important. Il y a peut-être une délocalisation possible, bord de Saône, parking, camping, qui sont à proximité. Ça peut permettre des événements ponctuels plus ouverts. Dans 20 ans. Avant, 19 ans. Ok, donc des possibilités de faire des choses à l'extérieur pendant l'été, ce serait sympa. Je voudrais juste apporter un témoignage. Moi, je suis née à Trévoux et j'ai émigré au sud de l'Ardèche, dans une petite ville, Bourg-Saint-Andéol, au bord du Rhône, qui est assez semblable. Elle me fait souvent penser à Trévoux au point de vue nombre d'habitants, style de commune. Et dans cette petite ville, qui était comme toutes les petites villes en déperdition de commerce, d'activités, on a créé, moi, mon boulot, j'ai fait un boulot dans le secteur artistique.
je m'occupais d'une compagnie de cirque et on a monté dans cette petite ville un pôle national des arts du cirque, donc qui fonctionne très très bien. Mais on s'est fait la réflexion récemment que ce pôle national, dans une ville qui était en difficulté, ça nous posait problème. Donc on a vraiment très spontanément, c'est beaucoup moins élaboré que ce que vous avez fait là, on a récupéré une boutique qui était en location et on a décidé, ça s'appelle le Magasin Zin, et on a décidé d'en faire un lieu de rencontre humaine. Donc on y fait tout, sauf vendre et acheter. Et on a ouvert depuis le mois de janvier. Il y a énormément de gens, ça fonctionne très très bien. On a monté une association pour gérer ce lieu. Dès la première réunion, on a eu plus de 100 adhésions à l'association. Et on n'arrive pas à répondre à la demande. On ouvre 3 jours par semaine. On a volontairement refusé de demander toute subvention pour l'instant. Donc on fonctionne avec du bénévolat. Et puis on a reçu des dons et des adhésions qui nous permettent de fonctionner pendant 1 an, sans financement extérieur. Mais il y a eu un écho extrêmement favorable de la population, toutes générations confondues, tout le mélange social se fait vraiment. Il y a des jeunes, des vieux, on joue aux cartes, on chante, on fait un tas de choses dans ce lieu et ça marche très bien. Oui. Okay. On est dans le timing, donc s'il y a encore 2-3 questions, pas de problème. Moi, concernant les salles de réunion, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi à garder, avec des dimensions. J'ai vu qu'il y en avait une qui était 19 mètres carrés, une autre d'une 30aine de mètres carrés, parce que ce sont des lieux qui peuvent être utilisés pour des petites réunions, des petites formations, et dans différents domaines. Et c'est bien de les garder relativement neutres et puis multi-activités. Parce que même des petits stages de, je sais pas, de qigong, de yoga aussi, plutôt dans une orientation peut-être moins culture, mais aussi bien-être. Donc des petites salles comme ça peuvent être utilisées et louées assez facilement. Ok, il y avait quelqu'un là-bas. Oui. La question et puis après. Non, je peux attendre. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, Laetitia. Alors, un petit détail qui n'en est pas un, parce que nos archives y ont bien pensé, c'est que la salle en bas, la salle de spectacle, elle n'est absolument pas figée. On peut tout enlever et faire une salle complètement nue, comme on peut très bien remettre le mobilier. Donc, tout dans l'idée, hein, c'est ça, c'est un tiers-lieu. Souvent, c'est un lieu très, très modulaire, de manière à ce que n'importe quelle activité puisse succéder à n'importe quelle activité. Oui. Non, ouais, pardon. Oui, du coup, ma question, c'était plutôt par rapport à la récurrence de vos rendez-vous, pour prendre des décisions, réfléchir collectivement à ce que vous allez faire dans ce lieu. C'est quoi la récurrence? Comment vous vous organisez pour vous mettre d'accord collectivement? Parce que là, c'est un groupement d'habitants, mais j'imagine qu'il y a aussi du coup les adhérents, mais le conseil d'administration aussi. Donc, comment vous avez réfléchi à tout ça? Je sais pas si on a beaucoup réfléchi à tout ça. Ok. Non, si, quand même, il y a quelques personnes qui ont réfléchi à des statuts. Donc, on a une association avec des statuts, on a un bureau collégial de 4 à 6 personnes, on a un conseil d'administration de je ne sais pas combien de personnes. Et en fait, en pratique, on se réunit, tout le monde se réunit toutes les 2-3 semaines. Ça dépend des événements. Et puis, on réfléchit sur les choses à faire sur le moment et on se répartit les choses à faire entre les gens qui sont de bonne volonté. Voilà, donc c'est ouvert, il n'y a pas de... Prochaine réunion, c'est quand ?
24 avril, prochaine réunion. Eh ben, très bien. Et généralement, on se réunit au 96, dont tu parlais, à 20h30, un jour de la semaine. Très bien. Oui, et si vous voulez rajouter, on prendra vos mails, on vous informera, mais c'est pas... Enfin, venez directement le soir quand vous savez que vous avez l'info, vous venez vous présenter et puis vous dites, voilà, je suis là, je vais aider pour faire ça, pas de souci, puis on s'arrange, quoi. Ouais, c'est Claude qui va prendre les mails, les téléphones. Enfin, si vous voulez, laissez votre mail et votre téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, clarifications, explications? Envie, on prend. Juste un truc tout bête, et c'est peut-être je voulais savoir si la mairie a entendu parler, s'ils ont donné un avis et si faut aider. Enfin, voilà, je dis ça de l'extérieur, mais il me semble que c'est très précieux. Un projet comme ça, en fait, il faut bien savoir que pour une commune, c'est évidemment signe de dynamisme. Ça. En fait, c'est intergénérationnel et ça, c'est assez rare de trouver des projets qui peuvent fonctionner comme ça. Le do-it-yourself, moi, j'y crois. Je pense que ça peut marcher. Et puis surtout, c'est pas surambitieux. Enfin, voilà, je débarque un peu, mais je pense que là, pour le coup, c'est le moment de... Enfin, c'est précieux, quoi. Monsieur Rigaudy, vous voulez... Je ne vais pas parler pour la mairie, mais oui, si je suis là, c'est pas par hasard. Donc effectivement, ça nous interpelle. Ah. Bon, si je suis là, c'est pas effectivement par hasard. C'est bien pour me rendre compte de ce qui se passe, des projets, et puis bien sûr de rapporter ça à la mairie. Et oui, ça nous intéresse. Merci, monsieur Rigaudy. D'autres questions? Ok, écoutez, on est super content d'avoir presque rempli la salle de 110 personnes. Donc c'est à peu près la salle qu'on peut développer à l'exprimerie. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à laisser votre téléphone, vos références, vos mails. Claude va noter tout cela. Et puis, de toute façon, on aura des contacts. Il y a une page Facebook, non? Ok. Eh bien, merci.